j'ai bougé un canapé, je l'ai retrouvé, t'es nu en érection. Hein. Il se filme en train de se masturber et se touche devant les autres enfants, y compris les petites filles du couple. Il se frotte souvent contre les murs et on retrouve très régulièrement du sperme dans la salle de bain, dans les toilettes, ainsi que sur les murs de sa chambre. On connaît la personnalité de l'auteur, on sait les passages à l'acte qu'il a eu antérieurement, notamment sur la petite Léa, et on retrouve en plus l'enfant complètement dénudé, ce qui est quand même pas anodin, avec la couche qui est arrachée, avec un poil en plus qui est retrouvé. Donc moi, en mon sens, l'agression sexuelle, elle a lieu. Dans l'esprit tout à fait objectif et pragmatique de tout à chacun, on serait dit il y a une dimension sexuelle dans ce crime, sinon il n'y a aucun intérêt de la déshabiller, la gamine. L'enfant ensanglanté, en partie immergé, a les yeux ouverts et les lèvres bleues. Elle présente pas moins de 22 blessures à l'arme blanche ainsi que des traces de strangulation. Elle avait les yeux retournés et tout, les bras inertes, on s'est dit c'est pas possible. J'arrête pas de penser, qu'est-ce qu'elle a pensé Léa à ce moment-là? Elle a souffert parce que 22 coups de couteau et d'après, quand on a eu le résultat de l'autopsie, quand il a poignardé Léa, elle était vivante. C'est ça le problème, c'est qu'elle était vivante. Une chasse à l'homme est lancée. Dans ce deuxième et dernier épisode, nous allons nous pencher sur le profil du meurtrier, notamment au travers d'un entretien avec l'experte psychologue. Nous ferons également un point sur la condamnation avant de nous intéresser au vécu des proches de la victime et à leur combat. Nous avons aussi la chance d'avoir pour la toute première fois le témoignage de 2 des enfants placés chez le couple Marmignon. Des moyens colossaux sont déployés pour retrouver Florian. On réceptionne des hélicoptères et on fait appel à l'armée ainsi qu'à une brigade cynophile. On sait que le meurtrier présumé est parti sans affaires et sans téléphone, donc la géolocalisation est impossible. On publie un avis de recherche. Ses photos ainsi que sa description seront diffusées par la presse locale. C'est finalement le lendemain du meurtre, en fin d'après-midi vers 17h, que les forces de l'ordre retrouvent Florian dans un parc en Belgique sur la commune de Mons. Il serait arrivé là en faisant du stop et aurait été aidé par des passants qui lui auraient gracieusement donné un manteau ainsi que de la nourriture. Son plan initial était de fuir en Italie pour retrouver de la famille. Il est immédiatement placé en garde à vue. Selon les gendarmes en charge de l'affaire, l'adolescent de 14 ans comprend les questions qu'on lui pose, mais est perçu comme relativement insouciant, comme si son âge mental ne collait pas à son apparence. Il commence par nier les faits et affirme avoir essayé de rattraper Léa qui tombait avant que sa main ne glisse. Il finit par reconnaître de manière décousue être allé jusqu'à la rivière en la portant avant de s'en prendre à elle. Il l'a déshabillée pour l'enterrer, dit-il, avant de creuser avec ses mains jusqu'à ce qu'il entende la famille s'affoler et décide de la laisser dans l'eau. Florian décrit froidement les faits tout en étant persuadé de n'avoir pas tué l'enfant. Il est mis en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et est écroué dans un centre de détention pour mineurs. Pour mieux saisir qui est Florian, il faut s'intéresser à son enfance et à sa famille. Il naît en 2004 et est le deuxième d'une fratrie de 3 enfants. On sait que son père a lui-même été confié à l'ASE et a été abusé par un cousin. Florian, quant à lui, est placé après seulement quelques mois de vie en raison de carences éducatives et affectives. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, Florian, je lui ai demandé un peu de me raconter son histoire, d'essayer de expliquer un petit peu papa, maman, par quelle figure parentale ou quelle sorte de figure parentale
il a pu être étayé dans sa construction. Alors, c'est un jeune qui a été placé très précocement, hein, donc il peut pas dire grand-chose de ses parents. Et d'ailleurs, il en dit rien. Il parle plutôt de son grand-père, hein, son grand-père dont il aurait hérité de la force dans les mains. Hein. Alors, ce placement, il le vit un peu comme un déchirement, puisqu'il n'y met pas de sens. Par exemple, il n'est pas... Pour lui, il ne critique pas les négligences parentales, il n'est même pas capable de les qualifier en tant que telles. Et on a l'impression d'un jeune qui a subi le placement depuis le début. Au moment du drame, il revoyait certains week-ends de ses parents biologiques qui bénéficiaient d'un droit de visite et d'hébergement. Malheureusement, ils vivent dans la promiscuité, dorment tous dans la même chambre et les enfants assistent aux ébats sexuels de leurs parents. On sait que Florian visionnait de la pornographie avec son père et qu'il s'asseyait sur ses genoux pour lui donner des baisers sur la bouche. Ses retours de chez ses parents, en fait, le soir, il parlait assez souvent de ses films d'horreur. Des fois, j'étais là quand elle allait récupérer, et c'est vrai que ça me choquait parce qu'il embrassait sur la bouche son père, sa mère, sa petite sœur. Ses propos sur le sexe, tout ça, c'est vrai que il était obsédé par ça. Florian est décrit comme pouvant être dangereux par sa première famille d'accueil chez qui il est resté 2 ans et il s'en prendra d'ailleurs physiquement à la seconde. Avec Florian, écoutez, on se disait bonjour, on se disait au revoir. Il était horrible, tout simplement. En fait, disons que Florian, c'était quelqu'un de dangereux puisqu'on pouvait pas le laisser une seule seconde sans adulte, quoi, parce que c'était pas possible de le laisser une seule seconde sans adulte et on ne savait jamais ce qu'il pouvait faire. Oui, Florian avait beaucoup de violence en lui, hein. Tout simplement, il était dangereux parce qu'il était capable de tout, ce jeune. Il savait à qui il pouvait s'en prendre. Le jour des faits, il savait à qui il s'en prenait. Léa, malheureusement, elle était trop petite, c'était un bébé, elle avait 2 ans et demi. J'aurais tellement aimé être là, tellement pouvoir défendre Léa, mais malheureusement, je n'étais pas sur les lieux. J'ai été placé avec ce garçon-là, je veux dire, Florian, c'est un garçon avec qui on avait le même âge, on dormait dans la même chambre, je veux dire, on parlait avec Florian. J'ai toujours eu un ressenti un petit peu bizarre envers lui, mais voilà, ça n'a jamais été un garçon que j'aimais fréquenter ou quoi, vous voyez. C'était pas une personne normale. Florian, c'est vrai que je me suis toujours méfié, j'ai toujours eu peur. Voilà, il avait quelques phases bizarres, plusieurs reprises vouloir lever la main sur Marie-Christine. Je le craignais un petit peu. On est même déjà venu aux mains avec Florian. Par exemple, une fois, je suis rentré du foyer et on s'est retrouvés tous les deux dans le KGB. Moi, il m'en a mis une dans la tête. J'ai eu un œil au beurre noir pendant plus d'1 semaine. D'autre part, les éducateurs et enseignants de l'IME décrivent l'adolescent comme isolé, obsessionnel, intolérant à la frustration et ayant très peu d'empathie. Les Marmignons le dépeignent quant à eux comme sournois, menteur et manipulateur. La présentation de Florian, elle frappe tout de suite par l'étrangeté de la présentation physique et l'étrangeté du discours. Hein. Alors c'est un jeune qui est un beau jeune homme, mais alors très très fluet, très longiligne, avec des yeux bleus, mais qui vous transpercent. Hein. Il a un regard particulier, avec une interpénétration du regard qui met rapidement mal à l'aise. Alors, c'est un jeune pour lequel il n'y a pas d'aptitude conversationnelle. C'est-à-dire que on peut pas faire un jeu de questions-réponses avec Florian. Florian, il répond s'il a envie de répondre et il suit son propre intérêt. Plusieurs experts s'entretiendront avec le jeune détenu. Il en ressort que Florian souffre de différents troubles psychiques. On évoque d'abord un trouble du spectre autistique qui se manifeste principalement par une altération des interactions relationnelles, avec notamment une pauvreté de l'expression émotionnelle et des centres d'intérêt. Après, c'est vrai que le discours de Florian et ses particularités, les coq à l'âne, les barrages, les ruptures logiques, la tonalité mécanique du langage, le mélange des pronoms, tout ça, ça reste assez évocateur d'un trouble du spectre autistique, ou en tous les cas d'un tronc commun avec des troubles psychotiques. On constate également qu'il a des difficultés de compréhension, de gestion des émotions et de contrôle par rapport à son impulsivité. Au niveau de la réflexion, on a beaucoup d'incohérences. D'autre part, il vit dans un monde très ritualisé. Ses automatismes le rassurent, canalisent son angoisse et semblent lui conférer un sentiment d'unité psychique. Plusieurs experts soulignent des troubles cognitifs évocateurs d'une déficience intellectuelle légère.
Ça va s'exprimer par une acquisition incomplète des compétences scolaires de base, des retards de langage, des incorrections syntaxiques, des formulations parfois enfantines et une limitation plus importante que la moyenne dans la capacité à appréhender et analyser une situation. Ça donne une personnalité plutôt frustre, immature, dont la conscience morale est limitée par la puérilité du jugement. C'est un jeune qui présente une déficience intellectuelle. Il n'a aucun repère de temps. Tout était un peu... alors, il peut mettre des choses au passé, mais alors pas forcément dans une chronologie non plus cohérente. Et donc, on est obligé de suivre les particularités de son discours. Christine Delcourt, psychologue clinicienne qui a vu Florian, nous raconte qu'elle a dû passer par des sujets comme les dessins animés pour lancer l'entretien. Ce côté très enfantin dans ses centres d'intérêt, ainsi que son incapacité à s'adapter ou à considérer autrui, engendreront d'ailleurs un décalage accru et des railleries à son arrivée en prison. Il a quand même toute cette culture du dessin animé où la vie et la mort, c'est pas contradictoire. Pour lui, Léa, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il l'a tuée, mais elle peut renaître. C'est comme comme un jeu vidéo. Reset, et puis ça recommence. Vous voyez, il est dans une immaturité infantile à ce point-là. L'experte évoque une structuration dite psychotique avec des éléments de type autistique. Elle décrit un discours marqué par une grande paradoxalité. Par exemple, il est persuadé de contrôler mais dit ne pas avoir voulu tuer Léa, ou par moments il reconnaît l'avoir tuée alors qu'à d'autres, il est persuadé qu'elle va bien. Il est enfermé dans une illusion de contrôle alors qu'il semble présenter un problème d'inhibition du pulsionnel. Vous y voyez une contradiction, mais vous voyez bien que dans tout le discours de Florian, il n'y a que ça. La chose et l'envers de la chose en même temps. Donc ça fait partie de ta construction pathologique. Évidemment, ça échappe à notre logique. C'est un jeune qui est pris dans la pulsion, qui a aucun frein intellectuel, ni aucun frein moral, donc c'est un gamin qui est dans la pure pulsion. Il y a pas de mécanisme qui peut l'arrêter, en tous les cas suffisamment bordant pour contenir une émotion et pour contenir un passage à l'acte. Donc, un traitement aurait récemment pu l'aider, mais il y en a pas. Elle explique aussi que Florian s'est construit une forme de convention sociale qui lui est propre. L'interdit du meurtre est bien acquis, mais dans son esprit, cet acte est moins grave que le vol ou que courir au bord d'une piscine. Cette échelle est déterminée en fonction de l'impact sur lui-même. Son échelle de valeur est différente de celle de tout le monde, comme son modèle de sanction-récompense qui est basé sur les cartes Pokémon. Christine Delcourt affirme que l'âge mental de Florian est celui d'un enfant, tout en soulignant sa froideur émotionnelle et son absence d'empathie. Il essaie de se raccrocher à un semblant d'interdit au niveau de la sexualité. Je pense que c'est un jeune qui est en proie aux pulsions et qui essaie de les contrôler. On est toujours là-dedans et qui est en train de se référer au bien et au mal. N'oubliez pas que c'est un jeune qui est déficient. Il n'analyse pas les choses comme vous et moi. Vous et moi, on a intégré des interdits, mais lui, il est en train de s'y frotter. Et en même temps, la pulsion va l'emporter. Ça va être la satisfaction de la pulsion plutôt que la référence à la morale. L'expertise réalisée par un psychiatre pendant la garde à vue dans les jours qui ont suivi le meurtre avance que Florian peut décrire les faits, mais sans émotion apparente, gêne ou honte, et qu'il n'y a pas de réel sentiment de culpabilité. Il ajoute que la conscience partielle de la gravité de son geste ne résulte que des conséquences qui en découlaient pour lui et que cette conscience est superficielle. Même si Florian admet la majorité des faits avec détachement et froideur, il niera complètement la connotation sexuelle au déshabillage de l'enfant, affirmant que Léa était comme sa sœur. Concernant de possibles facteurs explicatifs de son passage à l'acte, le rapport de la cour d'appel de Douai soulève l'hypothèse d'une jalousie envers la petite fille choyée et importante, tandis que lui ne trouvait pas sa place. Florian semble ressentir un profond sentiment de colère et d'injustice. Christine Delcourt parle d'un sentiment de persécution qui ressort sous la forme de rage. Il semblerait que l'adolescent ait projeté sa frustration d'avoir été rejeté et placé durant toute sa vie sur la fillette. Le meurtre apparaît alors comme la conséquence de l'envahissement de ce ressenti. Il expliquera son passage à l'acte comme une vengeance qu'il nourrit depuis sa petite enfance envers les familles d'accueil, Léa n'étant que l'instrument. Elle avait tout et lui, il avait rien.
C'était la dernière de la famille, elle était choyée par tout le monde. Lui, il avait des difficultés partout, il avait des difficultés notamment avec ses parents, où il y retournait de plus en plus, mais bon, pas tant que ça, il voulait y retourner, mais il n'aurait jamais eu l'autorisation d'y retourner parce qu'il y avait des difficultés chez ses parents. Donc il se retrouvait mineur placé depuis des années, depuis son plus jeune âge. Et je pense qu'en réalité, il a voulu se venger par rapport à ça. Elle a tout, moi j'ai rien. De toute façon, si je peux pas rentrer chez mes parents, c'est à cause de la famille d'accueil, donc je me venge de la famille d'accueil. Ouais, c'est un raisonnement assez binaire. Hein. Après, il y avait d'autres peut-être, mais ça on n'a jamais su éclairer, même le dossier d'instruction qui a été fait de manière exceptionnelle. Il y avait peut-être d'autres motivations qui étaient sexuelles, mais ça on n'a jamais réussi à le démontrer. Ce qui est frappant chez Florian, c'est l'absence d'émotion quand il va décrire le meurtre de la petite Léa, et qu'après il a aucune culpabilité, puisque pour lui, les poules, le téléphone portable ou Léa, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différenciation entre un objet et un être vivant, du moment que ça appartient à la famille d'accueil. Et il a repéré, vraisemblablement chez les Marmignons, ce qui était le plus investi. Ce jeune, il explique en tous les cas que il a développé comme ça une haine des familles d'accueil et que il avait envie de se venger. Alors il l'explique de manière tout à fait, j'allais dire, cohérente. C'est-à-dire que là, son discours, il a un sens. Il peut mettre un sens à son acte. Alors c'est peut-être pour ça on lui a pas mis une responsabilité pénale, puisque il sait quand même ce qu'il fait au moment où il le fait. D'ailleurs, il dit c'était contrôlé dans ma tête. Je peux tuer et contrôler. Alors. Il va évoquer toujours ces humiliations, ces injustices qui vont nourrir chez lui des desseins de vengeance, et il va mettre en lien le meurtre de Léa avec l'envahissement de la colère, alors que c'est-à-dire qu'il a animé de plus en plus pendant l'entretien, au point, je vous dis qu'à un moment, il m'a mis les mains à côté de mon visage, et moi je me suis dit, est-ce qu'il a fait la même chose à Léa ? Je me suis quand même posé la question. Alors, c'est pas de la culpabilité. Il sait qu'il a fait quelque chose. Il sait qu'il avait commis un acte grave. Donc, on peut supposer qu'il n'est pas tout à fait irresponsable de son acte. Vous comprenez, au sens pénal. Je pense qu'un psychiatre dirait qu'il est irresponsable s'il a même pas eu conscience d'avoir tué l'autre. Mais là, il a eu bien conscience d'avoir fait quelque chose d'interdit, et en même temps, sans aucune culpabilité, puisqu'il rationalise son acte comme un acte de vengeance. Florian tentera de minimiser son crime en affirmant avoir subi des violences de la part d'Alain Marmignon. L'adolescent décrit des coups de ceinture, de martinet ou encore de taser. Seulement, le couple n'a jamais reçu un seul blâme ou avertissement. Les accusations seront largement démenties par le reste des enfants placés chez eux. Ils témoigneront tous en faveur du couple, certifiant n'avoir jamais été témoins d'une quelconque forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale. Alain n'a jamais été violent. Là, c'est le monde à l'envers. Alain et Marie-Christine, c'était des amours. Non, ils n'ont jamais été violents, mais pas du tout. Alain et Marie-Christine et Audrey et Cédric n'ont jamais été violents. C'est pas vrai. Je ne les oublierai jamais de ma vie. Je penserai toujours à eux. Je serai toujours là pour les défendre. Je serai toujours là à leur côté. Et quoi qu'il arrive, ils le savent. Je leur dis merci aujourd'hui et... Vous savez, je suis toujours en contact avec eux. Mais c'est grâce à eux que je m'en sors aujourd'hui. C'est grâce à eux que je peux m'en sortir. Et je sais qu'ils vont regarder l'épisode et merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour eux. Parce qu'ils sont extraordinaires. Voilà, c'est une famille fantastique. Honnêtement, il n'y a jamais eu de violence. Il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu de claque, il n'y a jamais eu de quoi que ce soit. J'ai moi-même été extrêmement touchée par les témoignages de ces enfants qui qualifient le couple Marmignon de famille en or, en qui on pouvait avoir une totale confiance et dont ils avaient beaucoup appris. Ils évoquent l'amour qu'ils leur donnaient, les dialogues sans jamais un mot plus haut que l'autre ou encore les conseils, même en cas de bêtises. Le couple les aidait dans leurs devoirs, ne faisait jamais de différence et se montrait toujours soutenant. Ils sont aimés par certains comme leurs propres parents et sont considérés par d'autres comme leur meilleure famille d'accueil. On était comme une grande famille en fait. Le dimanche, je me souviens que quand je venais le dimanche, on dînait tous ensemble. On avait une bonne ambiance conviviale et même familiale puisque voilà, on était une grande famille. Et voilà, je les remercie du fond du cœur. Disons que pour moi, c'est comme des parents. Alain et Marie-Christine, c'est comme des grands-parents. C'est
comme des grands-parents et les parents de Eva et de Léa, c'est comme mes parents en fait. Sans vous mentir, ils étaient adorables. C'était les meilleurs du monde. Vous savez, Marie-Christine et Alain se sont toujours battus pour nous. Ils ont toujours tout fait. Ils nous ont toujours donné leur amour. On a eu tout ce qu'on voulait. Voilà, on avait des cadeaux pour Noël, mais c'était pas des petits cadeaux, c'était des cadeaux énormes. On était super heureux. Alain et Marie-Christine, c'était une famille d'accueil, d'amour. Une famille dont tout le monde rêverait d'avoir. Tout ce qui était nourriture, la plupart du temps, c'était fait maison par Marie-Christine. Elle préparait la cuisine avec son cœur, avec son amour. Et on sortait de table, je vous dis, on avait vraiment plus faim parce qu'on avait tellement bien mangé qu'on était calés. En fait, on n'en pouvait plus. Le rêve, tout le monde voudrait de cette famille d'accueil. Toutes les promesses qu'ils ont toujours faites, ils les ont toujours tenues. Toujours tenues. La différence pour eux, ça n'existe pas. Ils donnaient l'amour à leurs petits-enfants et à leurs enfants comme ils nous donnaient de l'amour. Il n'y avait pas du tout de différence. Voilà, on était tous pareils. Pour moi, c'est que des souvenirs. Tous les moments passés avec Alain et Marie-Christine, il n'y a pas un meilleur souvenir parce que j'étais tellement bien avec eux qu'il n'y a pas un meilleur souvenir. C'est que du bonheur avec eux. J'ai vécu 10 ans exceptionnels. Exceptionnels. Ceux qui nous élèvent depuis petits, ceux qui nous donnent l'amour des parents, parce que moi, comme je le dis toujours, moi, je me sens mieux chez eux que chez ma propre mère, parce que, oui, ils m'ont toujours tout donné. Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas ce que je serais devenu, mais je serais pas d'Orient, je serais pas là à vous appeler, je serais pas là à communiquer avec vous, quoi. C'est pas pour les vanter, je sais qu'ils entendront tout ce que je dis. Je sais même pas par quoi commencer, parce qu'honnêtement, c'est ma famille. Moi, je les porte dans mon cœur. Alain, c'est comme mon grand-père. Nanou, c'est comme ma grand-mère. C'est vraiment des personnes qui ont toujours été là pour nous. Ils se sont battus. Ils sont même rendus malades pour nous. Moindre chose qu'on voulait, on l'avait. L'assiette, elle était toujours pleine. C'est l'une des meilleures familles. C'est même la meilleure des familles. C'est celle que j'ai eue. C'était exceptionnel. Franchement, c'était exceptionnel. C'est vraiment une famille exceptionnelle. J'ai besoin de dire et de les remercier. Peut-être pas en face, parce qu'en face, c'est très dur pour moi. Mais j'avais besoin de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, vu que j'y arrive pas à leur dire. Au moins, ils pourront l'entendre. On constate donc un réel paradoxe entre la version de Florian et le sentiment de gratitude présent chez les autres enfants, qui pour la plupart sont encore en contact avec le couple. De toute façon, moi, il m'avait accusé de le taper, soit à coup de ceinture ou au taser. Oui. Et l'enquête de gendarmerie, vous l'avez vu, je pense, dans une émission télé. Et tous les enfants qui ont été placés chez nous, il y a eu 22 enfants, tous ont été auditionnés, il n'y en a aucun, au contraire, tout le monde, d'ailleurs, je pense que vous avez reçu les attestations de tous les enfants. Je pense pas que les enfants étaient malheureux chez nous, jamais on a levé la main, au contraire, vous voyez, même quand on allait en vacances, vous voyez Florian, vous avez des photos, il n'avait pas une glace à une simple boule, il avait des glaces comme si c'était nos propres enfants. Ils mangeaient au restaurant, parce qu'on les emmenait souvent au restaurant. En vacances, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils prenaient ce qu'ils voulaient. Hein. Nous, on donnait de l'amour comme nos propres enfants. Hein. Ils regrettent de ne pas être restés plus longtemps chez nous. D'ailleurs, on a des attestations adorables de tous ces enfants. Et le dernier, le plus grand, qui aujourd'hui a 18 ans, il est parti sur Toulouse. Eh ben, écoutez, je l'ai encore eu dimanche au téléphone. D'ailleurs, il l'a dit là-bas, il dit le meilleur moment de ma vie, c'est quand j'étais chez vous. C'est des enfants qu'on n'a jamais tapé ni l'un ni l'autre. S'il y a une discussion, c'est par le dialogue, essayer de discuter, parce que c'est déjà des enfants en rude souffrance. Alors c'est pas le cas de les taper en plus. Ça ne m'aurait servi à rien de taper un enfant. Au contraire, nous, ils avaient tout ce qu'il fallait à la maison. Il manquait de rien, vous voyez, pas l'air de jeu, ils avaient tout il y a des aires de jeu, des trampolines, ils ont une piscine, ils ont tout ce qu'il faut à la maison. Récemment, le couple Marmignon a repris chez lui l'un des enfants présents le jour du drame à titre gracieux et de façon informelle. Le jeune garçon aujourd'hui devenu majeur était à la rue. Alain et Marie-Christine l'ont donc recueilli sans hésiter une seule seconde et lui ont trouvé un emploi. C'est avec ma maman, on a eu des problèmes d'argent, je les ai appelés, ils m'ont fait un virement directement alors que j'étais à 930 km, que ça faisait 2 ans que je les avais pas eu. Je veux dire, directement, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Je trouve ça extraordinaire. Monsieur et Madame Marmignon, c'est des personnes en or. J'étais dehors pas dehors, mais c'est vrai que j'avais pas d'endroit fixe pendant une bonne petite période. Eux, ils m'ont accepté directement avec le chien. Dès que je leur ai demandé de l'aide, en 2 jours, ils m'avaient trouvé un travail. Ils sont en train de me faire passer le permis. Je veux dire, vraiment, ils m'aident au maximum.
Ils font tout pour m'aider. Tout. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, moi qui n'ai plus placé, ils m'ont aidé à trouver un travail, ils sont encore là à m'aider à faire mes papiers, ils sont encore là. Je veux dire, ils m'abandonnent pas. C'est vraiment une famille extraordinaire. En 2 mois, ils m'ont plus aidé que malheureusement ma maman en 3 ans. Ils font tout pour m'aider en tout cas. Ils font tout. Je veux dire, je retrouve ce petit cocon, on va dire familial, et c'est vraiment la chose qui m'aide au maximum. Je le dis pas souvent, mais je sais que leur dire en face, j'oserais pas. Je leur dis jamais rien et je sais que ça, ils l'entendront. Et voilà, pour une fois que je peux leur dire et les remercier comme je peux les remercier. Malheureusement, c'est pas dans le meilleur des environnements pour les remercier, mais c'est une famille en or. Une famille exceptionnelle. Honnêtement, je les remercierai jamais. Je sais pas comment les remercier, mais je les remercierai jamais pour tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils font encore à l'heure d'aujourd'hui. Pour en revenir à l'accusé, il semble y avoir chez lui un réel intérêt pour les petites filles, en dehors de Léa. Dans les rapports d'incidents, Marie-Christine évoque des recherches plus qu'alarmantes qui consistent à se renseigner sur la façon de procéder pour déshabiller une enfant. Dans son historique, on peut voir des choses comme comment lever la culotte d'une petite fille ou encore comment voir le sexe d'une petite fille. On a aussi appris grâce à la perquisition que Florian visitait des sites pédopornographiques montrant jusqu'à des bébés. J'ai entendu aussi au détour d'une interview que ce fameux contenu pornographique pouvait aller jusqu'à du contenu pédopornographique. Tout à fait, c'est ce que l'avocat a démontré au tribunal. Oui. Pédopornographique, c'était même avec des enfants sur les ordinateurs. La gendarmerie a retrouvé qu'il avait été visionné quand même des sites pour des jeunes enfants. Quand vous dites pour des jeunes enfants, c'est mettant en scène des jeunes enfants ? En mettant en scène des jeunes enfants, vraiment des tout jeunes. Un éducateur sportif nous rapportera un incident lors d'une sortie à la piscine. L'adolescent a fixé une petite fille de 2 ans qui était nue dans les douches et a fait des remarques qui ont nécessité son intervention. Plus grave encore, Florian aurait abusé de sa petite sœur lors des visites au domicile parental. La jeune fille fait aujourd'hui des séjours réguliers en institution psychiatrique. Il avait un problème avec les petites filles, ça c'est une certitude qu'il avait un problème avec les petites filles. Je me souviens de ce témoignage d'un éducateur de l'IME où il avait à un moment donné croisé une mère avec une petite fille à la piscine qui sortait de la piscine et qui était à la douche où l'enfant était nu et que l'éducateur a dû le reprendre et le faire sortir parce qu'il était scotché là-dessus, quoi. De manière tellement insistante qu'en réalité, c'est l'éducateur qui a dû le faire sortir. Il avait 14 ans et à 14 ans, vous pouvez encore évoluer. Si on n'a pas d'évolution d'ordre psychologique, le concernant, vous avez une dimension pédophile, le concernant, ça c'est sûr et certain. Ça pourrait peut-être aussi nous relancer sur une hypothèse de lui, de ce qu'il a vécu, d'une atmosphère incestuelle chez ses parents, ou d'un défaut de limitation, ou peut-être lui-même d'un abus. Ça, on peut pas l'exclure non plus. Moi, j'ai pas d'éléments suffisants pour répondre à cette question. C'est possible qu'il ait pu lui subir des attouchements ou être en tous les cas dans une atmosphère incestuelle ou même peut-être de l'inceste, j'en sais rien. Mais on peut aussi se poser cette question, on peut pas l'éliminer. Il y a aussi chez Florian quelque chose qui peut être utilisé dans la sexualité comme arme de destruction. Qu'il puisse se servir de la sexualité pour exprimer son agressivité, c'est aussi une possibilité que j'exclus pas. Dans la formule là qu'on utilise que la perversion c'est la forme érotisée de la haine, c'est un peu ça chez Florian. C'est-à-dire que cette agressivité elle fait aussi le support de la sexualité. Enfin, concernant sa responsabilité, il a été établi que son discernement et le contrôle de ses actes étaient gravement altérés, mais que Florian était encore en contact avec la réalité, qu'il ne souffrait ni de délire, ni d'hallucination. On ne parle donc pas d'abolition. De ce fait, l'accusé est jugé accessible à une sanction pénale, même s'il ne semble pas être conscient de la gravité du crime. Sa conscience morale est très limitée, mais son comportement de fuite suite au meurtre, ainsi que sa volonté d'enterrer le corps, attestent d'une perception à minima d'un interdit social. Il y a beaucoup de choses qu'il a racontées, il y a beaucoup de bêtises aussi qu'il a racontées. S'il était vraiment complètement dans son monde, dans son imaginaire,
au moment de la scène de crime et au moment où on a retrouvé Léa qui était inanimée, il se serait pas sauvé, on va être clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et il aurait pas dit avant à l'adolescent qui l'accompagnait pour les recherches, imagine si on l'a retrouvé dénudé dans la rivière. Ils lui ont reconnu une part d'altération, de acte. Maintenant, savoir ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a fait, on va être clair. On n'est pas dans le cas d'une abolition. On a une altération. Ouais, forcément, il était pas en forme. Mais maintenant de dire qu'il n'a pas eu conscience de ce qui s'est passé, etc., je suis pas d'accord. Je suis clairement pas d'accord. Il savait ce qu'il faisait, et de dire qu'il savait pas, qu'il n'a pas eu conscience ou qu'il pensait qu'elle allait revenir, moi, mon ressenti à moi, c'est que c'est des carabistouilles. Alors, ce qui m'a marqué, la catastrophe de la situation. La chronique d'un drame qui allait s'annoncer et que personne n'a vu, que personne n'a pu arrêter. Alors, je me suis trouvée en face d'un enfant avec qui pouvait rigoler avec moi de dessins animés. Et puis, tout d'un coup, qui pouvait switcher avec une colère envahissante qui déferlait, là, tout d'un coup, qui était comme encapsulée, puis qui, tout d'un coup, pouvait flamber. Et donc, je pense que c'est ça la problématique de Florian, c'est qu'à un moment, alors ça peut être un petit garçon de 5-6 ans, et puis tout d'un coup, un criminel, un adulte, qui ne sent plus sa force et qui peut aller descendre tout le monde. On peut faire l'hypothèse qu'il est envahi par la pulsion et qu'il a aucun moyen de freiner cette pulsion. Elle arrive et vous voyez bien que sur un moment d'entretien, on a un enfant un adolescent calme, en retrait, un peu dans son monde, qui tout d'un coup vient s'emballer avec un discours de menaces de meurtre, voilà. Donc on passe sur très peu de temps dans des états chimiques extrêmement différents. Dans le cas de Florian, les professionnels ne sont pas forcément d'accord concernant le caractère structurant ou non de la peine, ainsi que la durée d'incarcération. Ils sont cependant unanimes concernant la dangerosité dite très importante du sujet. Les experts soulignent le fort potentiel de récidive en raison de son anesthésie affective et de son âge précoce pour un passage à l'acte aussi violent. Je lui ai demandé s'il avait compris pourquoi il avait tué Léa. Il m'explique « Ils m'ont blessé, dit-il en parlant de ses familles d'accueil, c'est à moi de les blesser. Je vais prendre un katana chez mon père, c'est pas pour tuer. Je vais détruire tous leurs préférés, les plus précieux pour eux. J'ai toujours été en colère. Je connais leurs points forts, leurs précieux téléphones, le poulailler. Je vais les punir pour ce qu'ils m'ont fait. » La notion de dangerosité, ça c'est une autre chose. Là par contre, elle est clairement présente. C'est quelqu'un qui est, comme on dit, intolérant de la frustration. Ce phénomène de dangerosité, il était présent, il est toujours présent. Les experts ou les professionnels qui l'ont pris en charge après les faits, j'entends, en effet, ont été surpris de voir le potentiel de dangerosité, les difficultés cognitives qui étaient les siennes, les difficultés psychologiques et psychiatriques qui étaient les siennes, avec un manque d'empathie, avec un phénomène de dangerosité accru, avec un risque de récidive aussi important. La structure psychique de Florian, elle ne permet pas l'empathie. Et je l'ai expliqué et réexpliqué le jour de la cour d'assises que je ne sais pas s'il fait la différence entre un objet et une personne. Il en est là, Florian. La question de la récidive et de la dangerosité criminologique, elle est pour moi posée et elle est inquiétante pour Florian. Au moment T où je l'ai vu, effectivement, la dangerosité criminologique, j'aurais mis le curseur franchement prononcé. Maintenant, je ne sais pas, il faut qu'il soit réévalué. Huit jours après le drame, Léa est enterrée tout près de la maison où elle a passé sa courte vie. Lorsqu'on a fait l'enterrement de Léa, on a passé une chanson de Céline Dion, Les petits pieds de Léa.
Alors, c'est une chanson qui est super poignante. Ça, dans l'église, les gens ils se sont tous effondrés. Ouais, C'est une chanson voilà, ça la qui est faite représente pour bien. Léa, ensemble, disons. Ouais, ça la représente super bien. Hein. En fait, c'est Céline Dion, elle était enceinte d'une petite fille, elle a perdu cette petite fille et elle voulait l'appeler Léa. Oui, à la fin, ça, les paroles, ça. Ben, de toute façon, la fin des paroles, c'est ferme tes yeux, dors ou tu t'envoles, Ouais, je ne c'est sais ça. plus. Ouais. Et lorsqu'on est allé au procès, la plaidoirie de mon avocat commençait par les petits pieds de Léa. Ouais. C'était émouvant. Ah oui. Il a trouvé les termes de la chanson. Il a repris la chanson de Léa pour faire sa plaidoirie. Ouais, Je ne dis ouais. pas. Au tribunal, c'était sanglant. C'était ouf. Le procès se déroule à huis clos sur 2 jours et se tient devant le tribunal pour mineurs d'Avesnes-sur-Helpe. On a dû balayer le drame en tant que tel, les faits qui sont ignobles, la détresse qui est la leur souffrance, leurs blessures qui se cicatriseront jamais. Et je voulais quand même terminer mes propos avec son image à elle, si vous voulez, avec l'image de Léa, parce que quand on revoit les photos, quand on revoit ces photos, et de ce rayon de soleil qui est avec sa petite tête blonde, elle était belle comme un cœur, oui, elle était belle comme un cœur. Bah, je pense qu'il fallait terminer avec une note et avec un hommage avec les parents, parce que en plus je trouve que cette chanson elle est d'une vérité déconcertante et puis elle est touchante, de leur rendre au moins cette humanité à elle et puis à eux, parce que je pense que il fallait que ça se fasse comme ça, il fallait pas rester sur des mots qui étaient trop durs, trop immondes, trop compliqué pour eux. L'accusé est décrit comme fermé, impassible, le regard vide, n'articulant pas et ne montrant aucun remords ou forme de compassion pour la famille. Face à l'incompréhension des proches, Florian n'expliquera pas son geste. Très détaché, il est là, il était là sans être là. J'ai l'impression qu'il était très concerné par ce qu'on parlait. C'était assez hallucinant, quoi. Je sais que c'était en première instance, à un moment donné, il voulait pas se rendre à l'audience, il voulait pas monter de sa cellule. On a dû l'obliger un peu. Absent, pas concerné, on va dire. Le terme le plus précis, je pense que c'est ça, pas concerné. On n'était pas sur des remords, on n'était pas sur. Je le trouvais plutôt absent. C'est mon ressenti personnel, mais bon, je pense que c'est le ressenti un peu commun. Bah, le premier procès, il me fixait du regard et notamment il fixait ma fille et il avait un sourire sur les lèvres. Et ça a choqué ma fille, ça. Vous vous rendez pas compte? Au premier procès, il était dans une cage en verre, là, vous savez. Oui, en plexiglas, Voilà. d'isolement. C'est ça. Ouais. Et oui, c'est ça. Et puis, deuxième procès, il n'était plus en isolement. En fait, moi, j'étais là au milieu avec le micro, le pupitre devant moi. Il était carrément à ma droite. Il était tout près de moi. D'accord. Je disais, c'est pas possible. Hein. Il s'en foutait complètement, aucun regret. Hein. De toute façon, Non, il avait aucun la regret. magistrate lui a demandé s'il avait du regret. Il dit non, je n'ai pas de regret de ce que j'ai fait. Et moi, j'ai vu la mère de Léa fixer le pauvre Florian au procès d'Avesnes-sur-Helpe avec son nounours dans les bras. Ça m'a frappé. J'étais placée juste malheureusement derrière et elle fixait du regard comme si elle avait pu le tuer. Mais lui, il était complètement absent à l'ouest. Je crois que le procès, il a rien capté du procès. L'adolescent placé en détention depuis maintenant 1 an va même jusqu'à parler de récidive devant la cour en disant, je cite, « J'ai des mains, elles sont faites pour violer et tuer ». La responsabilité du jeune accusé est au cœur des débats. Son avocat avance que son client souffre de psychose et d'hallucinations. Alain et Marie-Christine, quant à eux, sont persuadés que l'acte était prémédité. Il avait déjà tenté plusieurs fois, il s'en était déjà pris à Léa avant. Donc si c'est pas de la préméditation, qu'est-ce que ça peut être? C'est pas difficile, aller sur 50 cm, sur 20-30 d'auteur, et il avait remis le grillage, on pouvait passer à côté, on le voyait pas. Hein. C'est après qu'on l'a vu, quand qu'on a fait le tour du terrain, c'est là qu'on s'est dit, mais il est passé là. Non, c'était prémédité, de toute façon, ça, on ne nous enlèvera pas. Le grillage découpé, tout, non. Ouais. Il a déjà tenté avant de l'enfermer dans les WC, tout, non. Oui, C'est bien pas sûr. possible. Ouais. Finalement, la préméditation ne sera pas retenue.
Le parquet, en prenant en compte l'altération de ses facultés mentales, requiert une peine de 10 ans d'emprisonnement. C'est finalement le 14 juin 2019 que le verdict tombe. L'adolescent est condamné à 8 ans d'incarcération et à 3 ans de sursis. Il écope également de 10 ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et doit verser d'importantes sommes à la famille de la victime. La peine sera d'ailleurs confirmée le 26 novembre de la même année par la Cour d'appel de Douai. Florian devrait donc retrouver sa liberté à l'âge de 22 ans. Le peu que j'en ai vu au procès, il était complètement absent et il n'était pas en état de dire quoi que ce soit. Je l'ai trouvé absent, étranger à son procès. Moi, je dis, il a pris que 8 ans de prison. Moi, je trouve ça honteux. 8 ans, c'est court. Bon, il y a la minorité de l'âge, c'est certes, mais comme pas pour un meurtre d'enfant. Moi, c'est ce que je dis. Les lois sont à revoir là-dessus. Notre avocat, ce jour-là, il nous a dit « Ne faites pas de scandale au tribunal ». On était vraiment déçus de la peine. Parce que Léa n'est plus là, elle a avec 2 ans et demi. Lui, à 22 ans, sa vie, elle va démarrer. Il sort de prison dans 3 ans. Bon, s'il nous approche, il reprend 3 ans supplémentaires. Et il a 10 ans de suivi socio-judiciaire. Oui. Mais lui, à 22 ans, il est dehors, il pourra commencer sa vie, que Léa n'est plus là. Aujourd'hui, Léa, elle aurait 7 ans et demi, nous, elle nous manque. On a du mal à réaliser. 8 ans pour avoir fait ce qu'il a fait, c'est pas assez. Il est à noter que Florian est répertorié dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Parce que bon, on met pas des gens, s'il n'y a pas viol, on mettrait pas les gens dans les fichiers des grands délinquants sexuels. Oui. C'est ce que notre avocat nous a dit. C'est ce qu'une magistrate, on est amis avec une magistrate, elle nous l'a dit aussi. Pour finir, on a aussi eu écho de certaines informations concernant la période d'incarcération de l'auteur. On sait que les contacts avec sa famille se sont amoindris. On sait également que Florian a fait face à certaines difficultés, refusant les activités et le temps collectif comme les promenades, les ateliers ou les repas. On fait état d'une tendance à se replier sur lui-même et à négliger son hygiène corporelle ou encore l'entretien de sa cellule. Par ailleurs, on nous a informé qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychologique. En septembre 2019, il reprend sa scolarité malgré quelques épisodes violents et peu encourageants. À titre d'exemple, on nous rapporte qu'au cours de l'automne 2018, il s'en est pris à un surveillant qui lui avait confisqué sa pochette de cartes Pokémon. À nouveau, en février 2019, il a giflé un codétenu pour finir par le mois suivant tenter de poignarder un autre détenu avec une fourchette pour une question de parfum de yaourt. Avec une fourchette, il a planté un codétenu. Il voulait la noix de coco, il a pris sa fourchette, il l'a plantée dans le ventre du codétenu. Florian a commencé sa détention à Kievrechin, mais a été transféré dans un centre pénitentiaire pour adultes à sa majorité. À l'heure actuelle, on ignore où il se trouve précisément. Je pense qu'il ne changera pas, Florian. Il ne changera pas. Je pense que dans quelques années, Léa aurait dû avoir 8 ans, donc ça fait quand même 5 ou 6 ans qu'il est en prison. Dans 2-3 ans, il ressort. J'espère qu'il y aura du monde pour l'accueillir, mais pas de la bonne façon. Le soir même du drame, vers 3h du matin, la maman de Léa a érigé un hôtel de recueillement pour sa fille sur la pelouse, à l'endroit même où on a essayé de la réanimer. Pourtant, le jour du drame, la maman de Léa, elle s'est levée à 3h du matin, de toute façon, elle ne dormait pas. Elle a fait un point de recueillement à l'endroit où on a essayé de réanimer Léa, et elle est descendue à la rivière et elle a fait un monument en mémoire à Léa. Il y a un ange, il y a des fleurs, c'est fleuri, tout est fleuri. Et le problème, c'est que maintenant, elle ne sait plus descendre. Vous savez, quand je vais à l'endroit où on a posé son corps sur la pelouse, là, quand je passe à cet endroit-là, de toute façon, il y a un lieu de recueillement. Ma fille a refait un lieu de recueillement, là où on a déposé son petit corps. Alors, c'est vrai que c'est fleuri tout le temps. Ça fait mal au cœur. On a mis une photo... C'est compliqué parce que ma fille, elle a voulu qu'à l'endroit où on l'a réanimée, qu'on fasse un point de recueillement. C'est dur quand on va dans le jardin. Mais bon, je le laisse pour ma fille. Elle en a besoin, c'est tout. Les tourments des Marmignons auront duré plusieurs années dans l'inaction la plus totale, le sentiment d'abandon se renforçant toujours davantage. Aujourd'hui, la famille déplore la situation et dénonce les notes d'incidents et les mails restés sans réponse. Mais je peux vous dire qu'il y a des centaines et des centaines de rapports, de coups de fil, de mails,
de messages qui ont été envoyés et ça c'est toujours resté sans réponse jusqu'au jour où le drame est arrivé. Et là, bien sûr, ils l'ont démenti. Quand vous voyez que nous on envoyait des mails et que c'était 6 mois après, on voyait que ça c'est marqué. Parce que quand on travaille en extranet avec le département des Nord, on a une boîte mail privée avec eux. Donc dès qu'on envoyait un mail, on demande une confirmation d'accusé de réception, une confirmation de lecture. Et puis des fois, 6 mois après, ils n'avaient pas ouvert la boîte mail. Voilà. Ou alors c'est marqué détruit, supprimé. La directrice adjointe de l'ASE du Nord affirme quant à elle que rien ne laissait présager le passage à l'acte et nie une quelconque responsabilité en affirmant ne pas avoir eu connaissance de ces éléments. Ah oui, ils ont tout reçu, bien sûr qu'ils ont tout reçu. Enfin, vous voyez, ce type de discours, il est inaudible pour nous, ça, on peut pas l'entendre. Vous n'aurez pas de condamnation de personne en tant que telle. Vous aurez une condamnation d'une institution et c'est ce qu'on cherche à avoir. Parce que si vous arrivez dans ce type de dossier, à avoir une condamnation en réalité du département, derrière, vous pourrez avoir des changements beaucoup plus accrus parce que la jurisprudence sera faite. De toute façon, si vous n'avez pas une condamnation de l'aide sociale à l'enfance, dans ce dossier-là très particulier, vous l'avez bien compris, je me dis que finalement, il n'y a pas grand-chose qui changera. On vous jurera la main sur les cœurs que ce type de choses ne se reproduira plus parce que c'est pas possible. Mais moi, je peux vous assurer que c'est pas vrai. Si vous avez une personne qui commet une faute, qui commet une erreur, qui reconnaît sa responsabilité par rapport à cela, qui l'assume et surtout qui la corrige pour que cela n'arrive plus. Je veux dire, le travail, il est fait. Je veux dire, là, on peut quand même, à un moment donné, avoir une démarche de résomption et puis de se dire que finalement, ça ne va pas servir à rien, qu'on a pris conscience d'un certain nombre de choses, vous voyez. Mais là, concrètement, on a pris conscience de rien. En fait, ça reste toujours dans la même prise en charge, dans les mêmes déviances et difficultés sur la prise en charge de ces enfants-là, avec les familles d'accueil qui sont parfois laissées à eux-mêmes. La famille de Léa se pose différentes questions. Pourquoi les responsables de l'aide sociale à l'enfance n'ont-ils pas réagi plus tôt face à la dangerosité de ce garçon malgré les multiples signalements ? Pourquoi leurs courriers d'alerte sont-ils restés sans réponse ? Combien de familles d'accueil sont aujourd'hui encore en difficulté ? Le couple clame l'existence d'erreurs de la part des services sociaux et veut faire reconnaître leur dysfonctionnement. Alain et Marie-Christine soutiennent que dans ce drame, il y a 2 responsables. D'une part Florian, de l'autre cette institution. On a quand même fait des alertes sérieuses, des alertes avec du danger. Pourquoi elle n'a pas répondu ? Donc pourquoi elle a fait la sourde oreille ? Pourquoi la hiérarchie, quand on écrivait, elle faisait la sourde oreille ? Moi, je mets les services sociaux en priorité aussi. Ils sont à la même équivalence que Florian. Pour moi, ils sont au même niveau parce que s'ils avaient bougé, déjà, s'ils avaient pris en main Florian, il aurait peut-être soigné, il aurait peut-être pas commis ces actes-là. Et puis elle, si elle avait bougé, au lieu peut-être de boire son café comme elle fait toujours, je sais pas. Moi, je leur mets la 100% de responsabilité également. Moi, quand on a fait le procès de Florian, j'ai dit, il n'y a pas que Florian qui devrait être ici à la barre, il y a la référente et les services sociaux. Et c'est pour ça qu'on va continuer à mener notre combat pour avoir une jurisprudence justement pour aider beaucoup de familles d'accueil qui se trouvent dans cette situation aujourd'hui. Non, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé, ils ont le dossier. Si demain vous essayez de les contacter, ils vont vous refuser le dialogue. Ça, vous pouvez, la Voix du Nord a encore tenté il n'y a pas longtemps. Ils ont essayé de les recontacter pour savoir ce qu'il en était. Ils ont totalement refusé. Ils refusent aussi qu'un tel drame puisse se reproduire ailleurs. Un discours auquel la secrétaire d'État n'est pas restée insensible, le couple ainsi que leur avocat ayant été reçus à Paris par Charlotte Cobel afin d'aborder cette question. Ils proposent une loi Léa et ou une réforme qui devrait voir le jour ce mois-ci pour une plus grande prise en compte des familles et pour plus de réactivité afin que personne ne soit confronté à la même chose. Disons, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plus de suivi et puis que l'aide sociale réagisse plus rapidement, c'est tout. On va continuer à se battre en hommage à Léa et en sa mémoire. Oui. Parce que nous, on reçoit des messages tous les jours. Familles d'accueil qui sont en souffrance. Il ne faut plus que ça arrive. Parce que malheureusement, ça arrive trop. Et c'est pour ça que maintenant, dans les familles d'accueil, ils sont 5, 6, 7 enfants. Alors que les agréments maximales, c'est 3 avec une dérogation à 4. Et on leur en met 7. Comment voulez-vous faire un bon travail quand vous avez des enfants difficiles ?
Nous, on s'est retrouvés des fois avec 5 ou 6 enfants le week-end, hein, parce qu'ils n'ont pas de place. Ils appellent, écoutez, on a vu que vous avez de la place, vous pouvez prendre en relais. Ah, c'est pas normal non plus, ça. Des fois, on nous appelait, il dit, écoutez, on a un relais à prendre, vous le prenez 8 jours, 15 jours, mais dans 8 jours, il sera parti. Et puis 3 mois après, vous l'avez toujours chez vous. Comment nous aider? D'être soutenu déjà, c'est un moral, être soutenu. C'est ça on voudrait que les affaires avancent et que le drame de Léa n'arrive plus jamais. C'est ça qu'on voudrait aussi. Par ailleurs, la famille souhaite faire condamner le département du Nord. Une première en France parce qu'à ce jour, personne n'était allé au bout des démarches. Les Marmignons ont intenté une procédure auprès du tribunal administratif dans le but de faire condamner l'ASE. Audrey, la maman de la victime, attaque également le département pour négligence et homicide involontaire. La famille projette enfin de poursuivre la référente qui était en charge de Florian, d'autant que le département du Nord ne leur a jamais formulé d'excuses. On va attaquer en civil la référente, oui. Parce qu'on n'a jamais eu un mot, ni une lettre d'excuse de sa part. Et ça nous fait énormément de mal. Nous, ce qui nous a fait choquer, ce qu'on a été très choqués, c'est que le jour du procès au tribunal, elle est arrivée avec la cigarette à la bouche, avec un grand sourire. Et ça nous a marqué. Il a rigolé. Et avec son sourire, je dis non, là, ça passe pas. Ça nous a choqués, ça n'a pas passé. Là, ça y est, c'est décidé, là, on va attaquer une procédure contre elle après, parce que... D'accord. Que sa responsabilité soit reconnue quand même pour le meurtre de Léa. Oui. Ça, c'est sûr. Ils n'ont jamais communiqué officiellement dans le cadre de cette situation. Non. Jamais, 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 jamais. Ils n'ont jamais communiqué officiellement. La faute de service, si vous l'attachez à un membre de l'aide sociale à l'enfance, on ne peut pas la dissocier du membre de l'aide sociale à l'enfance. Ça reste toujours l'ASE qui est responsable, même si c'est 1 agent, 2 agents, 3 agents qui ont manqué à leur fonction pour des raisons diverses et variées, parce qu'on l'ignore en l'état, puisqu'on ne nous a jamais expliqué les choses. Vous savez que dans ce dossier-là, ils n'ont jamais eu une lettre d'excuse. On n'a jamais eu d'excuse dans ce dossier-là. Moi, je trouve ça hallucinant. Jamais une seule lettre d'excuse. Et est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit justement cette espèce de lutte constante qui vous fasse tenir? Je veux dire, qu'est-ce que vous ferez après tout ça? Est-ce que ce ne sera pas trop dur pour vous de sortir de ce mode combatif qui était finalement quotidien? Je sais pas, on sait pas. Je sais pas comment on va réagir. On ne sait pas comment on réagira. Nous, ce qu'on veut, c'est, je vous dis, le principal, c'est une condamnation parce qu'ils sont responsables de la mort de Léa. Et ça, nous, on le maintient jusqu'au bout. Vous avez déclaré « On ne cherche pas à se venger ou à obtenir de l'argent ». Et votre avocat a dit de son côté que s'il y avait eu un début de reconnaissance du département ou des excuses, vous n'auriez jamais entamé de telles poursuites. Tout à fait, parce qu'on n'a eu aucun mot d'excuse, rien du tout. D'accord. C'est pas l'argent qui fera revenir Léa de toute façon. Vous pensez que s'il y avait eu de la reconnaissance concernant leur responsabilité, vous ne seriez pas allé au tribunal ? Non, on n'aurait pas été au tribunal. Mais là, on n'a pas été aidé, on a été abandonné de toute façon. Déjà, surtout le jour du drame, que quand vous avez une dame qui vous dit « je ne peux rien faire pour vous », si l'enfant qui a tué votre petite fille est en fuite et rentre chez vous, bah vous le faites dormir, je crois pas. Là, je crois qu'il y a eu un deuxième crime ce jour-là. Ouais. C'est ce que je pense. J'allais pas faire dormir celui qui avait tué ma petite fille. Bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr. Leur avocat souligne d'ailleurs l'absence de changement sur le terrain depuis le drame et par conséquent le manque de leçons tirées. Quand vous voyez que finalement les choses ne changent pas, que vous avez face à vous un silence assourdissant qui fait que renforcer notre suspicion finalement du statu quo de cette institution-là, on est obligé d'aller au bout des choses. Suite au drame de Léa, on nous a dit normalement il y a une astreinte qui est... Ce jour-là, il y a une astreinte. Ça ils appellent un numéro vert pour venir en aide en urgence aux victimes. Comme nous, on a eu un numéro vert, on a dû se débrouiller tout seul. Maintenant, ils ont créé dans le Nord, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit, elles en interdit. Maintenant, on est écouté. Il y a quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui est là pour nous venir en aide. Mais a priori, d'après tout ce qu'on a pu entendre, ça ne se passe pas comme ça. Il paraît que le système n'est pas tout à fait au point. Et nous, le jour du drame, malheureusement, la dame a dit « Je ne suis pas de votre secteur, je suis de Dunkerque. Débrouillez-vous, je ne peux rien faire pour vous. » Voilà. Alors qu'on venait d'avoir une scène de crime. Il y avait des autres enfants de la DAS placés. C'est ça le problème. Malgré la gravité des éléments abordés dans ce documentaire, aucun professionnel n'a tiré la sonnette d'alarme avant le meurtre.
Alors oui, le discours de Florian, vous voyez bien à quel point il est particulier. Donc, vous voyez bien que ça n'échappe à personne, que cet enfant souffre d'une pathologie. Donc, expliquez-moi, quel est le professionnel qui a pu laisser passer ça? Jamais cet enfant n'a été repéré au sein de l'institution comme un enfant délirant. Je ne comprends pas comment la pathologie de cet adolescent est passée inaperçue. Je ne le comprends pas. Et quand j'ai interrogé la référente de Maubeuge, elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas, mais elle a fait celle qui n'avait jamais entendu parler de Florian. Or, quand j'ai appris après par M. Marmignon qu'il avait fait je ne sais pas combien de lettres recommandées à l'aide sociale à l'enfance en indiquant avec tous les warnings possibles que cet ado, les troubles du comportement, que cet ado posait à son domicile et qui aurait nécessité, à mon avis, une hospitalisation, au moins une rencontre chez le pédopsychiatre, avec peut-être un traitement, on n'en serait sûrement pas là. C'est un jeune qui était absolument pas médiqué. Alors là, moi j'étais absolument ahurie de l'apprendre. C'est-à-dire que visiblement, en face de moi, en 10 minutes de temps, on s'aperçoit qu'on a affaire à un jeune qui a une structuration pathologique évidente. Évidente. Quand je vous dis ça, c'est que pas besoin d'être un grand expert pour voir que tout ne tourne pas rond dans la tête de Florian et que voilà, ce jeune, vu le discours qu'il produit, on s'étonne qu'il n'y a pas eu un traitement de risperidone ou un traitement neuroleptique. Pourquoi il n'a pas été soigné alors que monsieur et madame Marmignon criaient à l'aide? Pourquoi? Que va-t-on faire de Florian à sa sortie? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Dans tout le dossier, ça reflète du début jusqu'à la fin que s'il n'y avait pas eu des dysfonctionnements au niveau de la prise en charge de l'auteur du crime, elle serait pas morte aujourd'hui. Donc c'est ça qui est intéressant dans le sens que s'il y a une faute, un fonctionnement, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, et nous on le pense assurément, il faut que ça ne se reproduise plus tout simplement. Il y a un énorme problème à l'aide sociale à l'enfance, mais qui osera en parler? L'aide sociale à l'enfance et tout ce qui fait d'ailleurs le lit des criminels. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui ont un passé de placement. Je sais pas, Guy Georges, Allègre, voilà, tout cela sont des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Je dis pas que tous les enfants de l'aide sociale à l'enfance deviennent des criminels, mais quand même, j'en vois un certain nombre en prison qui me raconte un parcours catastrophique. Moi, je comprends pas qu'on s'en ait pris à une petite innocente. Ça, je comprends pas. Alors qu'il y a eu des alertes dangereuses, des alertes graves. Et puis, quand vous avez la directrice du département qui vous dit on n'a pas les mêmes notes, on n'a rien. Donc là, je comprends pas. Nous, c'est ce que je dis. Nous, c'est un combat qu'on veut. C'est qu'il y ait une jurisprudence. Parce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil qui nous appellent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cet enfant, il est dangereux, on a été voulu le rendre, ils veulent pas nous le reprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il va nous tuer, ils vont faire quelque chose. Maintenant, ce qu'on leur conseille, c'est qu'ils se mettent en arrêt de travail immédiatement. Lorsqu'elle en avait la charge, Marie-Christine affirme avoir entretenu le même contact avec Florian qu'avec les autres. Le couple semblait ne faire aucune différence entre les enfants qu'ils accueillaient. Un bon souvenir, les vacances. Quand on était à Disneyland, quand ils nous ont emmenés à Disneyland, c'était trop bien. C'était génial. Après, des anecdotes, j'en ai plein. Quand je travaillais avec Alain, il m'a tout appris. Ils nous ont éduqués comme si on était leur enfant. C'est vraiment ça. Il n'y avait pas de différence. On avait autant de cadeaux que leurs propres petits-enfants. Je veux dire, on était vraiment considérés. On était vraiment valorisés à nos justes valeurs. C'est ma famille. Quel sentiment éprouvez-vous à l'égard de Florian? De la colère, moi surtout. De la colère, beaucoup de colère. Parce que moi, je dis, il va sortir, il recommencera, il fera une autre victime. Et ça, c'est sûr. On en reparlera dans quelques années. Vous verrez qu'il y aura une autre victime. De toute façon, la psychologue, elle l'a dit, il sera récidiviste. C'est tous les experts qui l'ont examiné. C'est un enfant qui sera récidiviste en sortant de prison. C'est ça le problème. Moi, c'est de la haine que j'ai vis-à-vis de lui. De la haine. Ah oui. Ça, depuis le début qu'il a fait ça, jusqu'aujourd'hui, j'ai pas changé mon opinion. À vrai dire, je vais vous résumer un peu. Je regrette pas mon métier, d'une part. D'autre part, tous les enfants qui sont passés chez moi, je regrette pas, sauf
Je le dis haut et fort. Lui, je l'ai accueilli et je regrette à 100% de l'avoir accueilli et de lui avoir apporté tout le bonheur qu'on a pu lui donner. Et ça, je regrette. Et ça, je regrette à fond. Et ça sera mon regret toute ma vie, ça. On lui a donné autant d'amour que tous les enfants accueillis à la maison. Non. Il avait des problèmes, on l'a aidé, on a essayé de s'en sortir, on n'a pas voulu s'en débarrasser non plus, on a dit il faut qu'il soit pris en charge. Malheureusement, on n'a pas été écouté. C'est ça ce qu'on reproche aujourd'hui aux services sociaux. Bien sûr. Surtout à cette référente qui n'a pas été à notre écoute. Mais là, lui, j'avoue que tout ce que j'ai fait pour lui aujourd'hui, moi je regrettais 100%, de lui avoir donné, lui apporter tout, des vacances, du bien-être. Non. Les dernières vacances qu'on avait faites avec lui, elle était allée dans les Pyrénées et il avait toujours dit j'aimerais bien aller à Lourdes. Pour lui faire plaisir, on a fait un détour sur le retour des vacances et on l'emmenait à Lourdes 2 jours. Il était content et puis vous voyez le remerciement aujourd'hui, il s'en est pris à Léa. On regrette pas ce qu'on a fait pour lui, mais bon, aujourd'hui il nous a détruits moralement, physiquement. Il a détruit ma fille. Oui. Il a détruit tout le monde. Alain admet ressentir de la culpabilité depuis le drame. Bon, on a la chance, c'est que, malgré le drame, que notre fille ne nous en ait pas voulu, parce que l'assassin était quand même chez nous. Une fraction de seconde. Bien sûr. Moi, je m'en veux parce que j'étais dehors et je n'ai rien vu. Je m'en veux. Pourquoi? Il est passé à côté de moi. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu passer, mais je n'ai pas vu qu'il avait Léa dans les bras. Et puis c'est tout. Il me dit, je m'en vais là. Bon, il était derrière moi. Puis après, il a disparu. Mais je dis, par où il est passé? Alors, j'ai cru qu'il était revenu à la maison, entre deux. Parce qu'il ne pouvait pas passer, il y a des clôtures. Mais en somme, lui était passé... il a profité que je me retourne pour prendre des fleurs, pour planter dans mes jardinières. Il est passé à ce moment-là, sous le grillage. Moi, je me culpabilise beaucoup, oui, effectivement. Parce que j'ai dit, mais j'étais dehors, pourquoi j'ai rien vu? Je m'en veux aujourd'hui. Je m'en veux. Pourquoi j'ai pas fait mes fleurs un autre jour en semaine, qu'il n'était pas là, et le trident, il serait resté à la maison? Je sais pas. C'est pas évident, et puis c'est des trucs moi, je dors plus des nuits, je vous cache pas, j'ai du mal à prendre le sommeil. Je fais des cauchemars sans arrêt. Je fais que ça. Je vais m'endormir et une demi-heure après, je suis réveillé parce que je me vois ramasser Léa à la rivière, je revois les gendarmes, je revois tout. Et ça, c'est compliqué. C'est ce que je dis. Pour un grand-père ramasser sa petite fille dans les conditions que je l'ai ramassée, quand j'ai vu dans l'état qu'elle était, on reste marqué, on peut pas oublier. C'est pas possible. Vous savez, vous êtes dans la maison, la petite est là. Bon, la petite faisait des allées-venues entre la maison de sa maman et chez nous. Mon épouse peut qu'elle soit occupée à la cuisine ou quelque chose. Vous savez, Léa, elle était là, qu'elle jouait. S'il l'emmène une fraction de seconde, vous ne voyez pas. Bien sûr. Et ça arrive à tout le monde. La preuve, c'est que le jour du drame, on était tous présents, on n'a rien vu. Oui. Léa est venue chez sa maman. Sa maman, on croyait qu'elle était chez nous. Nous, on croyait qu'elle était chez elle. Il s'est passé un quart d'heure. Et en un quart d'heure, il l'a emmené dans le fond du terrain, il l'a violé, il l'a tué de 22 coups de couteau. Florian était là, les jambes mouillées quasiment jusqu'au tibia. Je me suis rendu compte que Marie-Christine et Audrey cherchaient après Léa et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic dans ma tête. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai couru jusqu'au fond du jardin. Florian m'a suivi, on s'est arrêté à mi-chemin, il m'a dit « Imagine qu'elle soit violée, tuée et noyée ». Et là, quand j'ai entendu ces mots-là, j'ai pas réfléchi une seule seconde, je suis parti au fond du jardin et... Quand on arrive au fond du jardin, j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vu un pied dépasser de l'eau, j'ai vu des vêtements accrochés à un arbre. La première chose que j'ai fait, c'est crier à l'aide. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on me redemanderait tout ce qui s'est passé ce jour-là, je saurais décrire mot pour mot. J'en parle pas, mais tout me revient. Tout me revient. Ce jour-là, c'était le pire jour de ma vie. Honnêtement. C'est vraiment, je dis pas ça pour l'émission ou quoi que ce soit, je pense que ce que je dis, c'est vraiment le pire jour de ma vie. J'aurais jamais voulu la perdre, cette petite. C'était comme ma petite sœur. J'étais là depuis 10 ans, c'était vraiment comme ma petite sœur. Dans le jardin, on était tous là, moi j'étais là en plein milieu du jardin. Je veux dire, d'après ce que lui il a dit, d'après ce que moi j'ai entendu tout ça, il est passé pas loin de nous. Je veux dire, voilà, vous imaginez. Je me dis que si j'aurais tourné la tête à ce moment-là, j'aurais pu faire quelque chose. Moi j'aurais pu être là. J'étais pas occupé vraiment à faire quelque chose de plus important que surveiller la petite. Je m'en suis vraiment toujours voulu à moi, tu vois. C'est comme ça. Beaucoup de colère et beaucoup de tristesse. Si vous voulez, le jour du drame, c'est moi qui ai ouvert la barrière à la voisine, par exemple. Et ils étaient tous derrière, moi je voulais pas voir ça parce que je me suis dit je peux pas, je pouvais pas. Et alors, quand j'avais un petit espoir en fond de moi, je me suis dit mais Léa,
Elle est tellement forte que je suis sûr qu'elle va s'en sortir. Et malheureusement, le pompier, il est passé juste à côté de moi. Je lui ai dit, est-ce que Léa s'en est sortie? Il m'a fait dans la tête. Après, je me suis effondré. Alain, il est revenu devant la maison et il a commencé à crier. Il a tué ma petite fille, il a tué ma petite fille. Alors, j'en ai fait des cauchemars, je suis tombé en dépression. J'en ai fait des cauchemars, on a dû me mettre sous médicaments. Je pouvais pas aller à l'école parce que c'était pas possible. Je pouvais pas, quoi. C'était insoutenable. C'était comme ma petite sœur, hein, parce que comme je vous dis, on était une grande famille. Je me dis, j'étais pas sur les lieux et des fois je fais des cauchemars en me disant mais c'est de ma faute et je me réveille et j'ai du mal à respirer, je me dis, et des fois je suis en pleurs, hein. Des fois c'est vers minuit, 1h du mat, je me réveille en sursaut. Je sais que mes cauchemars vont jamais s'arrêter en fait finalement. La famille est bien entendu profondément touchée par le meurtre de la petite Léa, qui a marqué, selon Alain, une rupture dans le fonctionnement familial et la vie de chacun. Chaque année, courant mai, est organisé un lâcher de ballons en la mémoire de l'enfant. La fillette reste très présente dans le quotidien de sa famille. Des photos de la victime tapissent les logements de ses parents et de ses grands-parents. Ah oui, il y en a partout. Il y en a partout. Dans la salle à manger, il y en a partout. Je m'écouterai, j'en mettrai une dans les toilettes. Il y en a partout, il y en a partout. Et chez ma fille, c'est encore pire. Il y en a partout. Et en plus, moi, j'ai mis un autocollant de Léa sur ma voiture. Et j'ai l'impression que je me balade avec ma petite fille. Et vous avez déclaré, je crois que c'était sur un plateau, parler de Léa, on en a besoin. Oui. Oui, toujours. Et donc ça, c'est dans le sens où ça rejoint aussi les photos, c'est une façon de la faire exister aussi? C'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est pas parce que Léa n'est plus là qu'il faut l'oublier. Moi, c'est ce que je dis. Il faut continuer à parler d'elle comme si elle était encore là. C'est ça. On aime bien en parler. Oui, ça ouais. nous... C'est un besoin. C'est un besoin d'en parler, Léa. Ça nous permet de la faire revivre, disons. D'une certaine façon. Ça fait 5 ans dimanche, ça permet de la faire revivre un peu. Ça. On la regrettera toujours, de toute façon. Mais 2 ans et demi, perdre la vie pour à cause des services sociaux, parce que si nous avait vraiment écouté à fond, elle serait encore là, Léa, aujourd'hui. Léa, je l'oublierai jamais. C'est comme je l'ai toujours dit, c'est comme ma petite sœur. Et moi, personnellement, ça m'a bousillé autrement que la famille Marmignon. Ça m'a pas touché comme eux. Ça m'a touché vraiment différemment. Ça m'a tué. Moi, pour moi, il m'a bousillé ma vie. J'ai vraiment été, pas bien suite à tout ça. J'essaye d'oublier. C'est sûr que j'ai encore, je vais pas vous mentir, le soir j'y pense encore, je me couche la nuit, j'ai encore des choses qui me passent par la tête. Donc ma vie s'est aggravée parce que moi de mon côté j'ai fait les choses qu'il fallait pas à cause de cette situation-là. Forcément c'est vraiment une chose qui a été très très dure. De mon côté surtout à accepter, c'était vraiment très très dur. Même si j'en parlais pas au quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément de mal. Parce que derrière, il y a beaucoup de traumatisme. Si on aurait pu effacer cette mauvaise passe-là, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais encore plus haut que là maintenant, quoi. Je sais très bien que si ce serait jamais passé ça, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais peut-être déjà ma maison. Je veux dire même peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais en études supérieures. J'avais un minimum de moyenne à l'école. Et du jour au lendemain, quand j'ai tout perdu ça, je suis arrivé à l'école. Premier trimestre, j'ai eu 1,3. Même mes bulletins, je pourrais les ressortir parce que j'ai 1,3 de moyenne. Alors que quand j'étais chez Marie-Christine Alain, j'avais 10, des bonnes moyennes. Je veux dire, j'étais une personne, un garçon normal. Un garçon qui aurait pu s'en sortir. Et c'est vrai que la personne que je suis devenue, c'est une personne que j'aurais jamais voulu devenir. Audrey ne sort plus. Elle a perdu plus de 25 kilos et prend tellement de médicaments que les médecins eux-mêmes doutent de sa capacité à pouvoir reprendre le travail un jour. Au domicile familial, tout semble figé depuis ce fameux mois de mai 2018. La chaise de Léa est toujours installée, la table allongée est dépliée et les vêtements sont restés sur cintre. Rien n'a bougé. 5 ans après le meurtre, elle continue de se rendre sur la tombe de sa fille 5 à 6 fois par jour, toute l'année. Chez Audrey, tout est encore tel que, au bout de sa table, il y a encore sa chaise haute avec le portrait de Léa. Et dans la chambre, sa maman n'a rien bougé. Tout est resté tel que. Les armoires sont restées telles que. Elle n'a pas le courage. Bon, ici au grenier, à ma maison, elle avait une voiture électrique. Bon, ça, on l'a ramené ici au grenier. Il y a beaucoup d'affaires de Léa qui sont au grenier, ses jouets, tout ça. Mais tout ce qui est vêtements, c'est resté dans son armoire. Elle n'a jamais enlevé les vêtements de sa fille depuis. Tout est resté dans l'armoire. Tout est encore sur. Toutes ces petites robes sont encore sur cintre, les manteaux, tout. Elle n'a pas le déclic encore. Tout ce qui est de Léa dans la maison est resté tel que. Vous allez chez Audrey, sur la table, il y a toujours la chaise haute de Léa. Avec son portrait.
Grandeur nature. comme si elle était encore là. Ouais. Ma fille, déjà, elle veut pas quitter l'endroit où Léa a vécu. On n'aurait pas quitté cette maison parce qu'il y a les souvenirs de Léa. Mais c'est vrai que c'est dur aujourd'hui quand on va dans le jardin, qu'on passe à côté de l'endroit du drame. C'est compliqué. On peut pas oublier Léa, on pourra pas laisser Léa toute seule ici. On est à 50 mètres du cimetière, on va la voir tous les jours. On peut pas laisser, c'est comme si elle était encore vivante avec nous aujourd'hui. Il faut voir le soir, tout est éclairé le soir avec les nouveaux systèmes de lampes solaires. Elle est éclairée toute la nuit, Léa. Elle est pas dans le noir. Tout est éclairé. On a toujours en tête de la journée du 21 mai, en fait. Ça, c'est dernier repas de ma petite fille, c'était des frites. Et dans le Nord, c'est fricadelle, hein, on appelle ça. Chaque 21 de chaque mois, ma fille fait frites, mayonnaise, fricadelle. C'est le menu que Léa a mangé pour la dernière fois. Et voir encore que ma fille, elle souffre aujourd'hui. Ouais. Quand vous voyez qu'il y a 2 jours, elle me dit, papa, je vais aller retrouver Léa, ça fait drôle parce qu'on ne s'attend pas à ça. Disons, si on n'était pas près d'Audrey, en tant qu'Audrey, elle aurait été rejoindre sa fille. Parce que encore il y a 2-3 jours, elle me dit, oh papa, je vais aller retrouver Léa. Et je dis, mais non, arrête. Faut pas... Elle a du mal à supporter le drame. Surtout que bon, elle était secrétaire dans un établissement scolaire où c'est des enfants qui avaient l'âge de Léa, donc elle ne peut pas reprendre ce métier. Mais Audrey, non, elle a beaucoup de mal. Ma fille, elle a du mal. Elle est détruite, notre fille, elle est détruite. Hein. Ah, détruite, c'est sûr. J'ai pas l'impression qu'elle va pouvoir reprendre une activité professionnelle. C'est impossible. Puis elle prend tellement de médicaments. C'est impossible. Son psychiatre, il lui a dit, avec le traitement que vous prenez, c'est absolument impossible. Si elle n'a pas ses antidépresseurs, elle ne tiendra pas. Hein. Ça, c'est sûr. Et tous les soirs, tous les midis, que ce soit le lundi, du lundi au dimanche, tous les soirs, tous les midis, ils vont au cimetière qui se trouve juste en face de CE et ils vont voir Léa, quoi. Voilà. Et ça leur restera gravé à jamais. Et j'ai voulu témoigner puisque je me suis dit c'est très très important pour moi d'apporter mon soutien dans cette série et pour Alain et Marie. Je leur ai dit que je serais tout pour eux, donc c'était très important d'apporter mon soutien. Alain et Marie-Christine se rendent encore 3 fois par jour au cimetière. Les grands-parents de Léa vont en cure chaque été pour lutter contre la dépression. Ils sont également suivis par un psychiatre toute l'année. Ils décrivent leur angoisse quotidienne et les souvenirs qui sont omniprésents. Heureuse de vivre, Léa. Adorable, mignonne, alors toujours avec son papy. Dès que je prenais le tracteur pour tondre ma pelouse, c'était dans mes bras à chaque fois. Et tous les jours, une fois qu'elle avait mangé, elle venait après manger, elle venait me faire un petit câlin et tout à chaque fois. Elle était adorable. C'était une belle petite blonde aux yeux bleus. Elle était très mignonne et très attachante. Ah oui, très attachante. Jamais elle ne pleurait, cette enfant. Jamais on l'a vu pleurer. Toujours contente parce que bon, elle avait toujours un petit cadeau chez papy mamie. C'est ça aussi. Et elle venait chercher des glaces. Et on avait un petit congélateur avec des tiroirs. Puis une fois, je lui ai montré qu'on avait acheté un assortiment de glace. Donc le dernier petit tiroir. Donc c'était accessible pour elle. Elle a cherché la glace. Elle faisait au revoir. Elle faisait ça. Elle partait avec un grand sourire. Elle avait sa glace. Ah là 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 là. Elle adorait les glaces. Elle se mettait à table, elle prenait des crayons, elle faisait des dessins à son style, mais elle dit non. Puis elle avait fait une pré-rentrée scolaire d'une journée et elle était heureuse. Puis malheureusement, elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école. Elle n'a pas eu le temps d'intégrer l'école, malheureusement. Parce que chaque fois que je prends mon tracteur pour tondre la pelouse, je m'imagine avec Léa sur mes genoux comme d'habitude. Dès que je sortais le tracteur, Léa à l'arrivée, papy, attends, j'arrive. Et puis elle restait sur le tracteur avec moi. Bien sûr. Et elle était contente d'être sur le tracteur. Je pense toujours, je prends le tracteur, des fois j'ai envie de pleurer, je dis oh là là, Léa elle serait là maintenant. Le plus dur c'est que 2 jours avant on était en train de retapisser le couloir de la maison et les toilettes et Léa elle m'avait dit papy je vais te donner un coup de main, donc j'ai donné un grattoir avec de l'enduit puis elle l'avait mis partout. Mais c'est la dernière photo qu'on a d'elle, qu'elle était en train de peindre et tout. Et puis, mais là, depuis ce temps-là le couloir il est abandonné, j'ose pas. Quand je veux le reprendre pour le finir, j'arrive pas. J'arrive pas parce que je craque. Mais ça va se faire, hein, il faut que je prenne le courage. Mais j'ai du mal à attaquer cette partie de couloir. Il y a des choses, par exemple, elle adorait des petits bonbons fruits, des petits bonbons carrés. Bah, depuis que Léa est partie, je n'en ai plus jamais acheté. Plus jamais. Il y a des choses comme ça que je ne sais plus avoir à la maison.
C'est pas possible. Elle avait sa folie, c'était la folie du moment, c'était la Reine des Neiges. Alors sa maman lui avait acheté la cape, elle lui avait acheté, elle avait le micro et ma fille, peu de temps avant son décès, elle avait fait une vidéo sur Léa en train de chanter neige, neige qu'elle disait. Oh là là, je suis plus à regarder cette vidéo, c'est pas possible. Enfin, moi, à l'heure actuelle, j'arrive plus depuis qu'elle est partie, j'arrive pas à l'écouter, cette chanson. Le cimetière, on y va, moi, j'y vais 3 fois par jour, hein. Ouais, j'y vais le matin, je vais dire bonjour à ma petite fille, après j'y retourne vers 1h30, et puis vers le soir, 18h30, 19h, je vais lui dire au revoir, et puis quand je suis toute seule, je lui parle, je lui raconte ce que j'ai fait de ma journée, voilà, j'aime bien discuter avec elle de cette façon-là, en fait. Mais Léa est toujours fleurie. Du 1er janvier au 31 décembre, elle est fleurie. Oui, j'ai vu que vous aménagiez aussi les lieux en fonction de l'époque de l'année. Noël, c'est Noël, Pâques, c'est Pâques, et puis il y a plein de trucs comme ça dans l'année. On fait Halloween, on fait Pâques, on fait Noël, et après l'été, l'été c'est la mer, c'est la... Voilà. Parce qu'elle aimait bien la mer, Léa. Quel que soit l'endroit où on part, je ramène un petit peu de sable. Ça ne fera pas revenir malheureusement. Non, mais bon. Pour nous, il faut qu'elle reste vivante comme elle était, et puis c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, notre vie est foutue. La vie de ma fille est foutue aussi. On ne peut pas se remettre d'une telle situation. Surtout quand il y a danger qu'on alerte. Comment voulez-vous vous remettre de ça et dormir toutes les nuits calmement? C'est pas possible. De toute façon, à l'heure actuelle, moi j'ai toujours l'image du jour du drame. J'ai tout le temps dans la tête. Ça n'arrête pas de passer, hein, il faut pas croire. Hein. Mais il m'a fallu plus d'1 an avant de redescendre dans le bas de mon terrain parce que j'avais peur. Et à l'heure actuelle, ma fille, elle sait pas repartir dans le bas du terrain, elle n'y arrive pas. Elle dit non, je ne descends pas. C'est impossible. Et vous avez déclaré, Alain, toute notre famille vit dans un état second depuis ce meurtre. Tout à fait. N'arrête pas, ma fille, elle s'en remet pas, moi je m'en remettrai pas du drame. Je crois que je partirai toujours avec ça en tête. Ce que je dis, j'espère qu'on se retrouvera là-haut un jour, je sais pas. On ne sait pas ce qui appelle la mort. Moi, j'arriverai jamais à me remettre de la situation de ramasser ma petite fille. Ça, c'est sûr, dans l'état que je l'ai vu, on peut pas oublier, c'est pas possible. Ça vient de faire 5 ans, c'est comme si c'était il y a 1 heure. Je peux pas me remettre de ça. Moi, ça part pas, même que je vous dis, je suis sous traitement pour essayer de me détendre. Mais non, la violence est toujours là. J'arrive pas à me remettre de cette image que j'ai de la petite Léa. Et aujourd'hui, moi, je dors plus, jour et nuit, j'y pense. J'arrête pas d'y penser. Et puis j'ai l'image j'ai essayé de faire des séances d'hypnose pour m'en sortir, ça part pas. L'image restera toujours en tête. Je pense que c'est une image qui sera gravée à vie. Toutes les nuits, j'y pense, même dans la journée. Hein. Je revois l'image de ramasser Léa. Je suis hanté jour et nuit, de toute façon, encore maintenant. On est toujours suivi par un psychiatre, hein, parce que il faut essayer d'avancer. Faut essayer d'avancer. On n'arrive pas à faire notre deuil pour le moment. J'ai toujours des antidépresseurs, sinon je ne tiens pas, hein, je vous dis tout de suite. Hein. On ne sait pas tenir sans antidépresseurs. Si mettons, je serais une journée sans prendre les cachets, je vais m'effondrer en larmes, c'est pas possible. C'est sûr que la joie de vivre a complètement disparu. Hein. C'est pas possible d'être comme on était avant, c'est plus possible ça. C'est plus possible. Hein. Je ne saurais pas m'en passer moi aujourd'hui. Si j'en prends pas, je vais craquer toute la journée, ça c'est sûr. Je peux pas arrêter, c'est pas possible. D'accord. Moi je pense qu'on avancera peut-être, c'est qu'une fois que le procès sera terminé. Et je veux entendre dire que c'est eux les responsables. S'ils avaient réagi, Léa serait toujours là. Oui. On ne peut pas perdre un enfant à cause d'une erreur de personnes chargées de la protection de l'enfance. Pourrons-nous donner un sens à l'insensé? Pourrons-nous un jour enfin l'accepter? Désormais, tu es parti. Nos yeux te chercheront dans les cieux. Pour toujours, tu seras dans nos cœurs. Aide-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de ton départ et nous devons te dire au revoir. Jamais plus rien ne sera comme avant. Nous te disons un grand merci pour tout cet amour partagé. On peut se dire que l'inconcevable peut arriver, un jour sans faire de bruit, tout bouleverser sans vous prévenir. Tout ce qu'on vous a donné vous laisse comme une injustice.
Léa, nous garderons en mémoire ce sourire, tes beaux yeux bleus et ta petite tête blonde. Jamais de pleurs, toujours le sourire. Sache que nous allons nous battre en ta mémoire. Nous ne faiblirons pas. Nous n'avons pas assez de mots pour te dire combien tu nous manques. Repose en paix, petit ange. Éclaire-nous tous les soirs, et si tu peux nous voir, regarde tous ces amis qui sont venus afin de te rendre un bel hommage. Sache qu'à l'ouverture des bourgeons et dans la chaleur de l'été, nous pensons toujours à toi très fort, et que dans le bruissement des feuilles et la beauté de l'automne, nous retrouvons en cela ta joie de vivre. Chaque jour, du lever du soleil jusqu'à son coucher, on ne cesse de penser à toi, et dans le souffle du vent et le froid de l'hiver, nous venons te rendre visite plusieurs fois par jour, te faire un coucou à notre façon, comme tu le faisais si souvent. Ne nous demandez pas si nous avons réussi à surmonter le drame qui a frappé notre famille. Jamais on ne pourra le surmonter. Quand on parle de toi, on cligne doucement des yeux. Les larmes se mettent à couler et à ne plus s'arrêter. Léa, nous te disons au revoir, on pense à toi. Repose en paix, un jour on se reverra. Le 29 septembre dernier, jour de la parution du premier épisode de ce documentaire sur YouTube, Léa aurait 8 ans. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette affaire, qui est de loin le plus gros dossier traité sur la chaîne. Elle représente pas moins de 6 mois de travail et plus de 11 heures d'interview, mais c'est avant tout une expérience humaine et de très belles rencontres. Je vous invite donc à liker, commenter et partager un maximum. Nous, on se retrouve très prochainement avec un autre format. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying